Bienvenue les amis, bienvenue dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout ce que les lutétiens pensent tout bas. Et oui, nouvel épisode de votre émission de Blood Bowl lutétienne préférée, puisque c'est la seule. On va aujourd'hui parler évidemment de la quatrième journée de notre cher championnat. Bien les amis, alors pour cette quatrième journée, une grosse nouveauté dans l'After Lutèce. On va recevoir des stars, des champions de la Lutèce, et le premier parmi eux, et non le moindre, c'est évidemment, vous l'avez reconnu, notre cher Nabolo. Nabolo qui est là. Bonjour Hey! Nabolo. Salut. Salut! Comment tu vas? Bah ça va, je suis bien, je suis confortablement installé dans le haut du classement. Mais bravo. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation dans l'After Lutèce. Tu ouvres le bal, donc pas de stress, pas de panique. On va te poser quelques petites questions, mais attention ici, pas de Pas langue de paniqué bois. du tout. Pas de langue de bois ici, hein, on est d'accord. Non, pas de- Alors, la première question, elle va être musicale. Je vais te faire passer un petit morceau et tu me diras ce qu'il en est. Alors, je le mets sur le téléphone, on fait un peu à l'ancienne. Attention, c'est parti. T'entends ou pas? Non, Ah merde. Merde. T'entends pas? non. Merde. Mais comment ça J'ai se fait? entendu Sora, qui saura? Ouais, qui saura, qui saura? C'est de qui ça? Mais moi je sais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vibrant? Raconte-nous. Ah, mais bon, quel adversaire. Écoute, il a été vaillant du début à la fin. Il a décidé de miser sur le courage. Un courage très proche de la témérité en venant se coller à mes mecs au sol avec son porteur. En me laissant constamment une fenêtre pour blitzer le porteur. Et bah écoute, la vaillance a primé sur ce match-là. Bon, Et j'ai eu beau faire tomber la balle, ah il a ouais. été plus fort. Eh ben écoute, Ouais, ouais. à tout le moins, bravo à toi d'avoir offert cette première victoire au petit rookie. On s'y attendait pas. Sincèrement, je m'y attendais pas du tout. J'avais misé sur une victoire nette et sans bavure de ta part. Ben, c'est ça le Blood Bowl aussi, c'est que parfois on fait ce qu'on peut et, et tout foire, alors que l'adversaire réussit Euh, tout. écoute, non, c'était un plaisir de jouer contre lui, un adversaire super sympa. Bon, Voilà. bah, Non, non, mais c'était un match super sympa avec Mike Brandt à la fin qui s'excusait pour le massacre et Zeiko sur la table à côté qui disait mais vas-y, agresse-le. oui, Et oui, à la fin, Mike Brandt n'a pas agressé mon joueur. Je crois qu'il a lancé un dé parce qu'il avait plus la force morale pour être cruel. Il a lancé un dé, il s'est dit sur la capuche, je n'agresse pas, il ne m'a pas agressé. aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça, c'est le métier qui va rentrer petit à petit. Tu vois, c'est là où on voit que la lutesse, elle transforme, elle change les joueurs, quoi. Elle change leur façon Change de. les gens, elle les rend beaucoup plus cruels et sans cœur. Et moi, j'étais derrière, j'ai dit, mais vas-y, vas-y, Bah bah, oui. vas-y. J'étais plutôt, vas-y, vas-y, mollo, tu vois. Et, Bon, bah écoute, génial, génial, merci pour ce compte rendu. Alors, plus globalement, explique-nous pourquoi Skaven cette année. Je alors, rappelle que tu avais parce commencé que en, j'ai en pas eu le choix. KO. C'est quoi, t'as dit? Tu avais commencé la lutesse plutôt en KO. Tu avais commencé par quand tu es arrivé à la lutesse par du lourd. Ouais. Et là, c'est Skaven. Ouais, bah non, mais parce que j'ai pas eu le choix, en fait. Donc, comme tu le sais, chaque année depuis des millénaires maintenant, il y a cette soirée ancestrale Et oui, que tu au Bizarre organises. Café que j'organise parce que c'est juste la continuité de ce que faisaient nos ancêtres, hein. On a C'est vrai, retrouvé c'est vrai. des traces déjà de cette soirée dans les vestiges des arènes de la Lutèce. Donc on est vraiment simplement dans la continuité d'un rituel. Et effectivement, cette soirée-là, cette année comme l'année précédente, on s'est mis à trois pour décider qu'on allait jouer comme roster avec Bud Milka et Azroag. Donc on est parti sur Skaven de fin. Bon.
Écoute, on comprend mieux, donc c'est un pari. Alors pourquoi Skaven et pas vampire ou ogre, par exemple? Ben, si, Vampire, on l'avait envisagé. Simplement, Ben Milka voulait pas que ce soit un roster qu'il avait déjà testé. Et il restait quelques rosters. Moi, je crois que ma préférence, c'était Nain. Je me sentais bien jouer Nain ou Amazon. Et Roster puis plutôt finalement, solide quand même. pardon? Des rosters plutôt solides à la Lutèce, Nain ou Amazon. Ouais, ouais, ouais. Non, Scaven, ça me disait rien du tout. Et puis je me suis dit, bon, allez, on va voir. Et surtout que cette année, j'avais vraiment envie d'aborder la vitesse de manière différente. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir absolument la gagner comme chaque année, sans pour des raisons complètement inexplicables, ne pas à la fin, je me suis dit, je vais y aller plutôt cool. Je me laisse porter là. Et, Bon, et bah, puis ça d'ailleurs, j'espère que mon prochain adversaire et moi, en l'occurrence toi, voilà, on va écoute, prendre un cool. on va être gentil, t'inquiète pas, on va être gentil. Alors, question, tu performes plutôt bien, honnêtement, plutôt bien en ces débuts de saison, donc tu te laisses porter, mais tu vises quand même les playoffs, j'imagine. Absolument. Voilà. Non, tiens, bonne réponse. Non, Encore mais une fois, pas de langue de bois je ici. joue toujours pour gagner, hein. Voilà, on te connaît. Mais avec plus ou moins d'applications. Disons, ma première année, si tu veux, je rentrais d'un match, je remplissais mon dossier Excel, je faisais des stats, je donnais des noms à mes joueurs, je vais faire des essais sur les forums. Voilà, bon là, un peu plus cool. Ok. Alors, question, là, on va mettre les pieds dans le plat. Mm. On t'a connu au début de la Lutèce quand t'es arrivé, la fameuse saison Covid, comme Ouais, Horstang des Blunt, et t'as changé ouais. en Abolo. Pourquoi? Bah, parce que vous m'avez dit que c'était trop compliqué, je me suis fait têche sur le forum. Non, et puis j'ai compris, ouais, c'est un je me suis rangé à l'avis de la communauté. Donc, pour t'intégrer, vas-y, essaie d'avoir un nom vitable. Exactement. Ça, c'est une bonne précision pour tous les rookies, les Johnny Velociraptor, etc. Les gars, plus court, honnêtement. Ouais, On ouais. est des vieux ici, on a du mal parfois. Donc, bon, Et donner des noms aux joueurs. merci, merci. Et donner des noms aux joueurs, Non, les exactement. smiley, Il y en a d'ailleurs moins des smileys cette année. ouais, Il y avait une ouais. recrudescence l'année dernière et là, il n'y a plus de smiley dans les noms. Donc ça va, ça va. Ouais, ça a été la découverte de l'an dernier, donc on a quitté dessus, mais là, c'est bon. Bon, alors, question maintenant essentielle. Maintenant, tu peux le dire. Maintenant qu'il y a prescription par rapport à l'année dernière. Honnêtement, dis-le nous, Nabolo, la fameuse séquence filmée où Mère Access de Zyko prend son plus 1 en force. Dis-nous, vous l'avez filmé combien de fois cette séquence avant que ça donne un 16? Je pense que c'était 15 à 16 fois. Et juste pour 20 balles, tu vois. Moi, si j'avais su, j'aurais demandé 200. Mais non, non, ouais, ouais. Mais Ouais, bah. 15-20 fois, franchement, ça valait le coup. Je suis d'accord Je avec toi. plaisante, je plaisante. Ah, mais évidemment, évidemment. C'était pas 20 balles, c'était au moins 100 balles, hein. Voilà. Là, Bon, en c'était tout cas, hallucinant ouais, c'était dingue. En tout cas, sympa de l'avoir filmé parce que ça, c'est une vraie légende du coup urbaine de la Lutèce, parce que c'est en Ah ouais, plus ouais, ouais. le 16 comme ça naturel qui tombe, c'est incroyable, extraordinaire. Incroyable. Bah, on va retenir que c'est grâce à toi, quelque part, que la légende Mère Access est née, en tout cas. Oui, puis aussi qu'elle est terminée, hein. C'est vrai, puisque tu l'as gagné. Pour les nouveaux, il a créé Meraxes, mais il a battu Zaiko avec ce Meraxes-là en playoff. Comment ça s'est passé ce match? C'était incroyable. Écoute, je pense que j'ai vraiment pas eu de chance lors de ce match-là. Mais ma science et mon expérience du jeu m'ont permis de triompher de ce gros chatard de Zaiko. Voilà. Et puis, c'était un devoir moral, si tu veux, de détruire le Bah monstre que oui. j'avais créé. Bah, exactement. Bravo. Bravo pour cette réponse. On est d'accord. C'était le moins que tu puisses faire pour la Lutèce, quand même. C'était ça. Exactement. Bon. Je l'ai fait pour vous. Merci, merci, merci. Tout le monde te remercie. Oh non, t'imagines s'il avait gagné la Lutèce en plus avec ce monstre? Incroyable. En plus, trop de légendes sur un seul homme.
Ok, alors parle-nous maintenant un petit peu de ton engagement soudain alors je vais pas dire étrange, mais surprenant, mais on était très contents en tant que candidat pour être le sélectionneur de l'équipe de France. Qu'est-ce qui t'a pris? Ah, alors bon, ça m'est pas venu ça m'est pas venu pendant la nuit, hein. Donc moi, je rêve hein, de participer à cette aventure, l'équipe de France. Pour moi, c'est au-delà du Blood Bowl, en fait. C'est Ouais. un objectif de vie que je me suis fixé il y a des années. Je voulais participer à une équipe de sport nationale. Et puis quand j'ai découvert qu'il y en avait une à Blood Bowl, je me suis dit, ah ouais, fantastique. Donc ça fait très longtemps que j'y pense. Et en fait, je participe au tournoi avec l'objectif de m'améliorer jusqu'à être sélectionné. Et je n'étais pas certain d'être sélectionné en tant que joueur, mais Non. naturellement, si tu veux, comme je nourrissais cette ambition, bah, mon cerveau tout simplement a commencé à réfléchir, qu'est-ce que je fais moi si j'étais sélectionneur? Qu'est-ce que j'aimerais comme projet? Et j'ai commencé à nourrir une idée qui finalement ne s'est pas retrouvée représentée au moment de l'élection. Je me suis dit, bah, pourquoi pas l'exprimer? Allons-y, Ouais. ça fait partie du processus démocratique. Et je l'ai rédigé avec beaucoup de sérieux. J'avais vraiment envie que ça passe. Ah, mais ça se voyait. Après, c'est vrai que je me suis présenté tardivement par rapport aux autres, mais je sais que c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément de conduire cette équipe Eh ben, un écoute. jour, peut-être l'an prochain. Alors, Je, c'est tous je, les. j'ai- j'ai- Ouais, peut-être, ouais, effectivement. Bah, en tout cas, bravo, bravo pour ce dévouement et la création de ton projet. Donc, on croise les doigts pour toi. Bah, cette année, c'est Zaiko, mais faut persévérer, hein. Tous les Ah, vainqueurs, j'ai très envie, avec voilà. énormément d'enthousiasme, de passion, et j'espère pouvoir, ça doit être le rêve de tout sélectionneur, mais embarquer toute la communauté avec l'équipe pendant un an, ce serait une expérience formidable. Eh ben, écoute, on te le souhaite. Je te prends pas plus de temps que ça. Je te remercie en tout cas d'avoir pris ces quelques minutes Merci à toi, pour le Bouddha. consacrer à l'After Vitesse. On te souhaite évidemment bonne chance pour la suite de la compétition. Beaucoup de pots, sauf à ton prochain match où il y aura quand même quelques double skulls, j'espère. Il t'en faudra, mon pote. Il t'en faudra. T'inquiète pas. Vu que tes joueurs courent à peu près 2 fois plus vite que les miens, donc, je pense que ça va être sympa. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Je te souhaite un agréable dimanche et à très bientôt sur les Merci, terrains. carrément. Merci, Bouddha. Merci pour tout. Merci pour ce que tu fais. C'est génial. Ah bah c'est top. Bon Merci. dimanche. Ah ciao. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Salut. Comme le dit l'étiquette d'annonce de la journée, c'est la révolution. La révolution. Pourquoi la révolution? Ben, on va voir ça tout de suite en détail, mais il y a une ou plusieurs choses qui ont énormément changé sur notre site. Et oui, certains des plus malins et des plus perspicaces l'ont certainement déjà vu, mais grâce au travail acharné de notre commission et surtout de Scarabée, évidemment, puisque c'est lui qui est derrière tout ça, on a enfin, merci, attention au micro, on a enfin des stats nouvelles qui apparaissent sur nos feuilles de match, en tout cas celles qui sont saisies sur le site. À savoir, on a enfin les déviations et les interceptions qui sont distinguées et les bonus, à savoir les prières Nuffle, enfin les XP qu'on obtient grâce aux prières Nuffle, qui apparaissent aussi dans le tableau, ce qui permet à votre cher serviteur d'avoir une vision bien plus globale et bien plus détaillée sur vos péripéties dans notre championnat. Donc je suis évidemment le premier heureux. Merci Scarabée encore une fois. Bon, ça, j'arrête là la lèche. Je sais bien qu'un jour sans vaseline est un jour de perdu, comme on dit. Comme le disait mon grand-père d'ailleurs. Un beau salaud, cela dit en passant. Mais il avait certainement raison. Quoi qu'il en soit, on a enfin ces stats-là. Alors, pourquoi je montre ce match-là entre Baba Yara et Fracas? Pour deux choses. Déjà, premièrement, Fracas, il a enfin son JPV de saisie. Merci, au bout d'une semaine, enfin, il a compris qu'il faut mettre ses JPV. Et deuxièmement, j'avais prévenu, hein, j'avais dit, attention, Fracas, cette année, il risque de jouer à Nurgle Pass.
Voyez, voyez par vous-même. 4 passes avec Nurgle. Ouais. Ceci explique peut-être le résultat. Quoi qu'il en soit, on a bien un fracasse passeur en Nurgle. Oui, il a une certaine idée de l'approche du Blood Bowl. Il a une vision très avant-gardiste. C'est le Bielsa mélangé à Guardiola du Blood Bowl lutétien. C'est fracasse. Cherchez pas. Vous pouvez pas tester, vous pouvez pas comprendre. Personne ne comprend. C'est un artiste incompris. C'est un coach. Je vous dis post-avant-gardiste, c'est évident. Quoi qu'il en soit, voilà la première évolution la révolution de notre site. Et la deuxième, vous l'avez peut-être vu aussi, il y a un petit onglet ici, là, les chasseurs qui apparaît sur le côté gauche de l'écran. Et oui, on a le tableau des chasseurs, enfin, avec tous les différents chasseurs. On a le nombre de joueurs chassés, enfin les points acquis par les coachs par journée. On a bien évidemment le tableau des meilleurs chasseurs. Alors Scarabée, petite précision, c'est génial ce que tu fais, encore une fois. C'est possible de mettre les noms des coachs quelque part là. Enfin, moi je les connais, mais tout le monde ne les connaît pas forcément. Alors certes, on peut cliquer dessus, tu vas me dire, il n'y a pas de souci. Mais ce serait bien, soit ici, soit juste à côté du nom des équipes, juste le nom des coachs, pour que ce soit plus facile de se repérer pour chacun. Donc vous voyez, on a donc l'onglet chasseur avec les meilleurs chasseurs. Je suis honoré que cette compétition, qui n'est pas la mienne, hein, c'est Fracasse qui avait lancé cette compète. À l'époque, ça s'appelait la chasse aux mutants, où on comptabilisait des points de tous les joueurs ayant des caractéristiques évoluées, augmentées. Il y en a beaucoup moins depuis le livre des règles 2020. Et effectivement, avec le changement de système de progression au niveau des caractéristiques, j'ai fait un petit aménagement par rapport à la règle originelle proposée par Fracasse, et j'ai adapté ça pour comptabiliser tout simplement les points, les pièces d'or, la valeur de chaque joueur chassé. C'est aussi simple que ça. Et donc, on a cette compétition-là qui est devenue enfin une compétition officielle de la Lutèce. J'en suis vraiment heureux et fier. Donc, on a les meilleurs chasseurs. C'est bon, j'arrête d'en parler. De toute façon, on en parlera plus tard en détail. Et on a aussi la liste des proies les plus faciles. Et là, on voit que malgré un très bon parcours des slans d'Olivier Dulac, c'est pour l'instant et de loin la proie la plus facile à chasser, grâce à une Musergue notamment qui lui a fait la misergue. La misergue. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Bon, j'arrête là le blabla, mais voilà, la révolution est en marche. La Lutèce 4.0 nouvelle est arrivée, comme le Beaujolais. Et on a ces belles évolutions de notre site, et c'est top. Parlons de la J4 maintenant, enfin, parlons de la J4, juste pour vous dire quelques résultats sympathiques. Le gros match de la journée, c'était celui-là. Des hauts classés qui s'affrontaient, et des experts du ballon ovale, Laertis, le jeune d'un côté, et Louis X, le vétéran de l'autre. C'était pas Martoni cette fois-ci, c'était bien Louis X qui avait pris les rênes des Pouloulou. C'est le petit jeune alors petit jeune, il est plus si jeune que ça, hein. Mais c'est bien Laertis qui a gagné dans un match acharné, 2-1. Il lui a fait la misère, lui X, hein. 3 sorties, 2 touchdowns. Alors Laertis m'a dit que c'était très compliqué, forcément, quand on joue contre un vétéran et un chatard invertébré. Ouais, non, c'est plutôt les batraciens qui sont invertébrés. Non, si, ils sont invertébrés quand même. Enfin, peu importe. Quand on joue contre un tel vétéran, c'est jamais facile. Et là, Laertis a dû sortir toute sa classe pour remporter ce match. Et voilà, les slans qui progressent. Alors, vous avez vu sur le classement, c'est quand même SSB qui mène la danse. Il est dans le haut du panier avec ses slans. Rappelons-nous qu'il a déjà qualifié des slans en play-off, SSB. Donc, comme le champion qu'il est, champion de l'année dernière, forcément, il a perfait avec ses slans. Autre match intéressant, Garden gagne enfin. Je disais, attention à la bulle. Le champion d'il y a 2 ans était vraiment très mal en point. 0 touchdown marqué surtout. Il s'était pris 3 branlées d'affilée. Là, il gagne contre un autre vétéran, Melfios. Melfios qui a du mal aussi de son côté. Mais rien à dire, là, ça y est. Est-ce que c'est le début de la remontée pour Garden ?
comme il nous l'a fait l'année dernière, encore une fois, je rappelle, ou est-ce que ce n'est qu'une éclaircie dans le marasme que sera son année? On verra, mais voilà, il gagne avec les Amazones et on verra tout à l'heure, les Amazones se sont vraiment réveillés et ça a fait très mal lors de cette J4. Donc Garden n'est que l'expression qui confirme pour le coup la règle, en tout cas sur le réveil des Amazones et sur son réveil à lui forcément, parce que gagner contre Melfios et 2-0, ce n'est jamais facile, surtout quand il joue ces elfes noirs adorés. Autre belle victoire et première victoire, c'est évidemment Courchevel avec ses gobelins. Alors là on dit bravo, on applaudit. Les Gobelins qui gagnent enfin. Donc dans un match de rookie, Courchevel contre Velociraptor, c'est le Tierfest qui a eu l'avantage sur le Saurien qui joue des humains. Mais magnifique victoire avec enfin les agressions qui commencent à pleuvoir chez Courchevel. 2-0. Rien à dire, bravo lui. Et on verra que les Menus ont été les grands artisans de cette J4. Aussi avec évidemment poire abricot qu'on n'arrête plus. Par contre, le gros choc orc de la journée, c'était bien Mamet contre Yuxgul. On savait que ça allait faire mal, forcément. Alors, il y a deux façons de faire. Quand les orcs s'affrontent, soit ça donne que dalle, ça donne un 0-0 ou un 1-1 avec une sortie maximum de chaque côté. Et un touchdown et LJPV, soit ça donne ça. Mamet a perdu, mais il a détruit. Mais quand je dis détruit, c'est il a peut-être abîmé la saison de Yuxgul en lui juste tuant. Hein, vous voyez bien, tuant 3 joueurs et pas n'importe lesquels. Le troll, un Bigan et un Blitzer. Et franchement, match de rêve, même si la défaite est là, peu importe. On va voir tout à l'heure que il fait son entrée dans la compétition des chasseurs directement avec 285 000 points. Incroyable. Le troll, un Bigan et un Blitzer de Yuxgul. Autant vous dire que la saison de Yuxgul, elle va être un peu compliquée sur les journées à venir, c'est sûr, au moins jusqu'à la J10. Le deuxième tiers, il va être un petit peu tendu pour Yuxgul. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, enfin, sur les matchs intéressants, voilà. Il faut parler des 20 000 skulls sous les mers, comme on va renommer l'équipe de Buckler et d'Yaouch, grâce à Poire Abricot, évidemment. 3-0 contre Alaric. Alors, ce qui est drôle, c'est que Yaouch a annoncé une destruction en règle avant le match, une destruction en règle de l'équipe d'Alaric. Il allait tout venger, ils allaient tout dégommer, se venger de leur début catastrophique. Bon, ça a été skull sur skull. Alaric s'est amusé. le rookie, grâce à la sous-performance, la sous-marinade, tu vois. C'est la petite feuille qui glisse comme ça sous le tapis, là. Ça, c'est la saison de Buckler et d'Yaouch. Alaric s'est amusé, ça lui fait sa deuxième victoire au championnat après celle obtenue sur Dritz. La némésis des chaotiques et des gros vétérans du championnat. Bravo à Alaric. Il s'est pris deux fessées en début de championnat et ça y est, il a compris. Je pense qu'il a compris la philosophie de jeu de la Lutèce. Et ça y est, il est lancé. Alors on verra jusqu'où il va aller. Mais là, en tout cas, il a marché sur les deux vétérans, Yaouch et Buckler. Yaouch, il a plus envie de jouer. Hein. Entre Blood Bowl 3 sur PC et la Lutèce, là, ça y est, lui, il s'est mis au coup de matraque dans la tronche, hein, comme il l'annonce sur le forum. On verra ce que ça donne aussi, parce que avec la chance que tu as, Yaouch, à mon avis, les armures vont être bien cabossées. Hein, donc, et puis c'est plus cher que quelques figurines. Une armure, c'est beaucoup plus cher que quelques figurines de Blood Bowl. Alors même si tu les casses, c'est pas grave, c'est moins grave. Non, c'est pas Yaouch qui casse les figurines, c'est Buckler, évidemment. C'est Buckler qui casse les figues des autres. Attention hein, quand vous jouez contre les deux. Voilà un petit peu le panorama de ce qui s'est passé d'intéressant dans les matchs sur cette 4e journée. Rentrons tout de suite dans les stats. Au niveau des stats, d'abord les touchdowns. Bon, c'est mi-figue, mi-raisin en vérité, j'adore cette expression. Mi-figue, mi-raisin.
On est à 69 touchdowns marqués, c'est le deuxième meilleur chiffre de la saison. Ça fait 1,15 touchdowns de marqués par coach, évidemment, sur cette journée. On était à 71 en J2, donc vous voyez, on est à 2 touchdowns seulement du meilleur score de la saison. C'est bien, c'est quand même moins que la moyenne de l'année dernière. Alors, les meilleurs marqueurs, les Minus, 2 touchdowns, 2 équipes et chacune a gagné 2-0, donc 2 touchdowns de marqués. Bravo les Minus, encore une fois, on le verra tout à l'heure, c'est vraiment les artisans de cette... alors, c'est pas les seuls, mais c'est les artisans de cette J4. À noter que les Scaven et les Amazones sont pas loin avec respectivement 1,83 et 1,8 touchdowns en moyenne de marqués par coach. Au niveau des touchdowns encaissés, bah forcément c'est la même chose, 69 touchdowns encaissés. La plus mauvaise performance, et là pareil, c'est l'équipe ou le roster qui a vraiment été en sous-performance sur cette journée, c'est les Nécromantiques avec 2,5 touchdowns d'encaissés en moyenne par équipe. Les deux équipes, aussi bien que Akhtar que Asmogi et Pagnol, ont sous-performé et voilà, 2,5 ça fait mal. 2,5 touchdowns encaissés, ça fait très mal pour les Nécros. Sur le pass, on est encore une fois très moyenasse. 28 passes seulement de marquer. Ça fait même pas une passe tous les 2 matchs. Ça fait 0,45 passes en moyenne par équipe. Encore une fois, là, on a les O-Elf qui sont sur notre planète. Encore que c'est pas un score faramineux non plus. Et les autres équipes. Les O-Elf, c'est 2 passes réussies en moyenne par équipe. Et les autres équipes sont beaucoup moins bien en termes de moyenne. Donc, je le note même pas parce que vraiment, il y a les OLF d'un côté et tout le reste de l'autre côté. Donc, on va pas être très bon en passe cette saison. Pareil pour les interceptions et les déviations, 0 bulle. Alors, encore une fois, c'était exceptionnel les résultats de la journée dernière. Là, on rentre dans la moyenne, à savoir, on n'en fait pas tout simplement, puisqu'on fait très peu de passes, donc on fait très peu d'interceptions et de déviations du ballon. Après, c'est peut-être pas plus mal pour certains, parce que ça gâche un match pour certains, c'est évident. Là où on a bien performé, même si c'est pas la meilleure performance de la saison, c'est dans la violence. Le facteur de violence est très bon. C'est pas le meilleur encore une fois, mais on dépasse la barre des 100 points, 105 points d'inscrits en termes de facteur de violence. Donc je répète, c'est toutes les sorties, quelles qu'elles soient, qu'on réalise, aussi bien sorties OD, les pots, que les agressions, que les sorties publiques. Ça fait une moyenne de 1,75 en termes de facteur de destruction. Encore une fois, c'est beaucoup moins bien que la moyenne de l'année dernière, mais c'est pas mal par rapport aux autres journées. C'est quand même la J1 qui était mieux pourvue en termes de facteur de destruction, puisqu'on était à 1,93 points en moyenne par coach. Là, on est à 1,75. Bon, on est quand même en dessous, mais c'est pas mal. Par exemple, en J2, c'était vraiment la cata. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose, on va dire. Les meilleurs rosters, le meilleur roster en termes de facteurs de destruction, c'est les Minus. On verra ça notamment grâce aux agressions. C'est 4 points. 4 points de facteurs de destruction, c'est-à-dire 4 joueurs sortis par les Minus en moyenne sur cette J4, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très bien. Étant précisé que les Scaven sont pas mal aussi, ils sont à 3 points, donc très belle perf des Scaven, de toute manière belle perf des Scaven sur cette 4e journée. Alors comme je vous disais, même si le facteur de destruction est bon, en termes de sorties réalisées au D1, on n'est pas excellent, on est à 84 sorties réalisées, alors c'est mieux qu'en J2 avec les 73, le score famélique de 73 sorties. Là, on a une moyenne de 1,4 sorties OD de réaliser. C'est pas non plus faramineux, avouons-le. Les meilleurs sorteurs, là, pour le coup, c'est les Scaven. Étrangement, c'est les Scaven. 2,33 sorties de réaliser en moyenne par coach sur cette 4e journée. Les autres rosters, c'est quand même bien en dessous. C'est les seuls qui dépassent la moyenne de 2 sorties réalisées, qui dépassent, je ne dis pas qui atteignent, mais qui dépassent la moyenne de 2 sorties réalisées par coach sur cette 4e journée.
Et au niveau des sorties subies, on est à 106 points, hein, 106 points comme le facteur de destruction. Un petit peu au-dessus parce qu'il y a certains coachs qui se sont sortis des joueurs eux-mêmes. On est donc à 1,76 sorties subies par équipe sur cette J4. Et ceux qui se sont pris le plus dans la tranche, c'est encore une fois les nécros, je le répète, qui ont vécu un véritable drame sur cette quatrième journée. 4,5 sorties subies en moyenne par coach sur cette J4. Vraiment, les nécros, encore une fois, ce n'est pas les seuls, mais les nécros sont vraiment, vraiment à la ramasse sur cette quatrième journée. Alors, vous allez me dire, si on n'est pas si bon que ça en termes de sorties réalisées, comment ça se fait qu'on a un bon facteur de destruction? Tout simplement parce que les sorties publiques retrouvent un niveau assez acceptable avec 3 sorties publiques de réaliser. Et surtout, ça y est, les coachs se sont lâchés en termes d'agression. 18 agressions réalisées. C'est la meilleure moyenne de la saison. 18, on retrouve vraiment le rythme lutétien. Ça fait 0,3 agression. Donc en vrai, une agression tous les 3 matchs de réussi, c'est pas mal. Là, on est sur des perfs tout à fait acceptables pour la Lutèce. C'est évidemment les Minus qui s'en sortent le mieux avec 2,5 agressions réussies en moyenne par équipe. Courchevel et Poire-Abricot se sont vraiment lâchés là pour le coup. Et attention, Imusergue, attention parce que notamment Courchevel arrive avec ses grands sabots, il est plus très loin. Alors rapidement, les rosters qui se sont fait le plus agresser avec 1,5 agressions en moyenne de subi, c'est d'abord les unis représentés polyvalents et également les nécromantiques. Encore une fois, les deux rosters qui ont du mal sur ce début de saison. 1,5 donc agression de subi en moyenne par équipe sur cette J4. Parlons maintenant de ce qui rapporte des pépettes et de l'expérience des joueurs, à savoir d'abord le public. Le public est de plus en plus nombreux, hein, comme chaque année. Vu la progression de la saison et vu le fan factor qui augmente pour la plupart des équipes qui ont démarré avec un fan factor bas, on a de plus en plus de fans qui débarquent au match, de plus en plus de spectateurs. Là, on est plus très loin de la moyenne de 5000 spectateurs par match. Par équipe, évidemment, on est à 4966 spectateurs et des brouettes, hein, mais on ne va pas couper les spectateurs en deux. Donc 4966 spectateurs par équipe et par match, c'est une très très belle moyenne. Ça y est, pour un premier tiers de la saison, c'est une très très belle moyenne. Deux rosters sont pour l'instant sur ces J4 les plus populaires. Les Amazones, ça y est, qui commencent à amener pas mal de fans. Et surtout, le roster le plus populaire du début de saison, les Morts-Vivants. Tous les deux, 6400 supporters par équipe en moyenne sur cette J4. Et donc forcément, plus il y a de supporters, plus il y a de fans, et on est pas mal aussi en termes de touchdown, plus il y a de sous. Ça y est, on vient de dépasser la barre des 60 000. On est à 61 833 pièces d'or d'engrangés en moyenne par équipe. C'est une belle progression de presque 4000 pièces d'or par rapport à la J3 qui était déjà une belle perf. Donc ça y est, on commence à gagner des sous. Par contre, on a marqué quand même des touchdowns, on a fait des sorties, mais encore une fois, c'était pas la meilleure moyenne et du coup on a fait peu de passes et du coup le nombre d'XP moyen diminue drastiquement. Ça y est, là on retombe sous la barre des 11 XP en moyenne par équipe. On est à 10,73 XP en moyenne par équipe d'engrangés. C'est un score assez minable en vrai, hein. Rappelez-vous que l'année dernière, la moyenne était de 11,75 XP par équipe et par match. Donc là, on est vraiment, vraiment en dessous. On est à un point en dessous de la moyenne générale de l'année dernière. C'est beaucoup, hein. Un point, c'est beaucoup. En réalité, c'est beaucoup. Alors, il y a un roster qui défouraille tout sur cette J4. C'est les Skaven. Ils sont à 15,33 XP par équipe en moyenne. Il y a les Skaven et il y a les autres. Les autres sont au moins à 3 XP en moyenne de moins que les Skaven. Comme je le disais, les Skaven, c'est le roster puissant de la saison. Ils le démontrent sur le début de saison. Et là avec 15 XP, plus de 15 XP par équipe sur ces J4, forcément, ça donne des rosters hyper compés.
Donc attention à eux sur le reste de la saison. Et en deuxième tiers de la saison, à mon avis, les Scaven, ils vont partir encore plus en trombe que ce qu'ils ont fait sur ce début de saison. De l'autre côté de la barrière, on a encore une fois les Nécros et aussi les Hommes Lézards qui sont vraiment très mal en point aussi. 5,5 XP en moyenne seulement d'engranger par ces deux rosters sur cette J4. C'est catastrophique pour ces deux rosters. Et on le verra tout à l'heure dans la forme des rosters. C'est vraiment très très mauvais. Un début de saison très mauvais pour ces deux rosters-là. Donc voilà sur les stats, passons maintenant à la forme et à la méforme des rosters, même si j'en ai déjà beaucoup dit, donc on va faire rapide. Alors en premier lieu, et tout d'abord, avant de parler des rosters en particulier, regardons le fameux tableau de Courchevel. Je réexplique pour ceux qui ne comprennent pas. La première colonne, c'est le pourcentage de victoires sur défaite par rapport au match joué. Celui-là, personnellement, m'intéresse moins parce qu'il ne prend pas vraiment en compte les matchs nuls. Le deuxième tableau, à mon sens, de statisticien, est beaucoup plus parlant, puisque c'est le pourcentage de points marqués par roster sur le maximum de points qu'ils auraient pu prendre, comme dans les stats de football on fait. C'est vraiment ce tableau-là qui démontre bien la forme des rosters. Et là, on voit que les trois rosters qui bourrinent à fond sont les Skaven, les Amazones et également les morts-vivants, avec respectivement 64% de points d'engrangés par les Skaven sur le total de points qu'ils pouvaient prendre. C'est un excellent résultat. Les Amazones sont juste derrière à 63% et les morts-vivants juste derrière à 62%. De l'autre côté du tableau, on a forcément les unis représentés agiles, à savoir les bas-fonds et les elfes pro. 13% seulement de points de gagner par rapport au total du nombre de points. Et les hommes lézards, 21%, mais on voit déjà l'écart entre les hommes lézards et les unis représentés agiles. Les humains qui étaient au fond du trou, grâce notamment aux belles perfs d'Alaric, retrouvent un petit peu des couleurs, mais ils sont toujours dans le rouge, 22%, mais on voit déjà l'écart entre les hommes lézards, les humains et les unis représentés agiles. On a aussi un petit écart en haut du tableau, entre les morts-vivants et les nains du chaos, il y a déjà 4 points d'écart, et puis même entre les nains et les slans qui marche plutôt bien aussi. Il y a déjà une différence énorme. Si vous prenez entre le troisième qui sont les morts-vivants et les cinquièmes qui sont les slans, il y a déjà 10 points, enfin 10% d'écart. Donc c'est énorme déjà, dès la J4, d'avoir de telles différences. En termes de pourcentage, on voit vraiment les rosters qui performent et ceux qui performent moins. Et on voit que ceux qui étaient les plus performants jusque-là, ou dans les plus performants jusque-là, les hauts-elfes, les hauts-elfes, après des résultats très mitigés J3 et surtout J4, eh bien, ils tombent à 50%. Donc, ils étaient à plus de 60% en termes de points d'engrangés. Ils retombent à 50%, c'est-à-dire qu'ils ont gagné la moyenne, tout simplement, la moyenne des points qu'ils pouvaient prendre. C'est-à-dire, par exemple, sur un match à 3 points, ils ont en moyenne 1,5 points d'engrangés sur ce début de saison. Après, on a une jolie frise. Alors, on ne voit pas parfaitement. Je vous laisserai regarder sur le site. Qui reprend, moi, cette frise-là, elle reprend le premier tableau de Courchevel, celui-là sur les victoires moins les défaites. J'aurais préféré qu'il fasse une frise sur les points marqués. Encore une fois, pour moi, c'est plus parlant. Quoi qu'il en soit, on retrouve à peu près les mêmes. Les Skaven, on voit comment ils ont évolué. Ils étaient hyper performants au début de saison. Ils sont un petit peu retombés. Ils reviennent parmi les premiers. Et les hauts elfes, on le voit. C'est cette ligne bleue ici. Ils étaient à 75%, encore une fois, sur le premier tableau. Et ils retombent très bas, 13%. Vous voyez, c'est trop. Entre 75 et 13%, les différences sont trop grandes, à mon sens. Encore une fois, si on avait pris ce petit tableau, deuxième tableau-là, sur la frise, pour moi, encore une fois, c'eût été plus parlant. Mais peu importe, ça représente quand même bien la forme des différents rosters. Alors, quels sont les rosters qui, sur cette J4, ont vraiment le plus performé ? Comme je le disais, les Minus et les Amazones. Carton plein pour les deux rosters, que des victoires. Alors, c'est excellent pour les Minus, puisque
Gagner en minus, c'est déjà une performance, mais en plus, quand les deux rosters, quand les deux équipes draftées gagnent en même temps, c'est la fête. C'est la fête du slip, hein, la fête à la saucisse, comme dit SSB. Mais là où la performance est extraordinaire, c'est que les Amazones qui ont été draftés par 5 coachs, les 5 coachs ont gagné. C'est-à-dire 5 victoires. C'est énorme comme résultat pour les Amazones. Ça y est, le roster Amazon s'est réveillé. On l'a dit, ça fait partie des rosters forts, des rosters puissants de la Lutèce. Eh bien, les coachs le démontrent clairement. Ils sont bons, ils jouent bien et le roster performe. Donc, rien à dire. Attention aux Amazones aussi, comme les Scaven, sur la suite de la saison. De l'autre côté, forcément, le roster qui a sous-performé, alors ils sont plusieurs à avoir sous-performé, mais le roster qui a vraiment sous-performé, c'est les Nécromantiques, malheureusement. 0,5 touchdowns d'encaissés pour 2,5 touchdowns de marqués, et surtout 0,5 sorties de réalisées en moyenne, contre 4,5 sorties d'encaissés en moyenne. 4,5 par les Nécros, c'est juste énorme. 4,5 sorties d'encaissés en moyenne par ce roster, ils sont vraiment sous l'eau. Deux autres rosters vraiment à la traîne, les unis représentés agiles, comme je le disais, un point seulement, et les hommes lézards qui ont encore une fois fini avec 0 touchdown de marqué, un match nul par Crouch et Aplo qui perd encore. Les hommes lézards, je ne les reconnais plus. Honnêtement, c'est un roster qui est très performant à la Lutèce, très performant en début de saison, qui a un peu plus de mal sur la fin de saison, mais qui est très performant en début de saison. C'est pourtant très facile de marquer avec des skinks. Ils n'y arrivent pas. Encore une fois, 0 touchdown de marquer. Après, il y a plein d'explications. Il suffit d'une esquive ratée, d'un skink porteur de ballon, et c'est fini. On est d'accord. Quoi qu'il en soit, 0 touchdown de marqué par des hommes lézards à la Lutèce, c'est quasiment du jamais vu. Donc vraiment ces deux rosters là ont sous-performé, et également les EOF qui ont eu du mal sur cette J4 avec également 0,5 points d'engranger, un seul match nul et une défaite, on l'a vu. Donc le match nul c'est Nico qui l'a réussi, et l'UX et Martoni qui ont perdu contre la Artis. Après, en termes de résultats statistiques moyens, c'est pas un drame non plus pour les elfes. Le drame, il est du côté effectivement des nécros, des unis représentés agiles. Donc encore une fois, les elfes pro et les bas-fonds. Et évidemment, les hommes lézards qui sont vraiment au fond du trou. Donc voilà pour la forme et la méforme des rosters. Passons maintenant au prix du meilleur chasseur. On garde la petite cerise, le petit gâteau pour la fin. Alors, je peux enfin me baser pour le prix du meilleur chasseur sur les données officielles sur le site qui répertorie les joueurs chassés. Si on regarde ce tableau-là, on a dépassé la barre des 1 million. On est à 1 million 30 000 pièces d'or de joueurs chassés. Donc ça y est, on tombe sur les bons résultats. Étant précisé que moi, quand je fais mes stats, j'ai pas, sur une journée donnée, j'ai pas les résultats. Enfin, en tout cas, je peux pas prendre en compte les joueurs qui ont été chassés, mais qui n'ont pas été encore mis à la retraite. Sur une journée, je donne un exemple. Par exemple, Pixman, s'il perd, s'il se fait blesser gravement un elfe en deuxième journée, mais qu'il le met à la retraite qu'en quatrième journée, sur le tableau officiel du prix de meilleur chasseur, ce elfe, en tout cas, les points apparaîtront bien en J2, parce que le joueur aura été chassé en J2. Sauf que moi, quand je fais mes vidéos et quand je fais mes propres stats, je ne sais pas si ce joueur-là ira à la retraite ou pas en J2. Donc je ne peux que le comptabiliser que lors de la journée, lors de laquelle il est vraiment mis à la retraite, c'est-à-dire en J4. C'est pour ça que entre le total des points que je donne, moi, journée par journée, et le total des points qui apparaissent sur ce tableau-là, c'est la raison pour laquelle il y a cet écart au niveau des stats par journée, parce que le total des points est le même. C'est exactement les mêmes règles en ce qui concerne les joueurs chassés. C'est pour ça que sur le tableau que vous voyez à l'écran, on a pour 1 30 000 pièces d'or de joueurs chassés, mais si on prend les joueurs chassés lors de la J4 et ceux qui ont été mis à la retraite à la J4, on est à 1 200 000 points de joueurs d'éliminés, tout simplement. Voilà.
Le total elle-même, on est bien à 3 500 000 joueurs chassés au total sur les 4 journées écoulées. J'espère que vous m'avez compris, j'espère que j'ai été clair. Ce qui est cool, c'est qu'on peut voir aussi par journée, hein. Vous pouvez voir en J1, J2, etc., ce qui a été chassé et les tableaux. Quoi qu'il en soit, après la J4, c'est toujours Imuzerg qui domine le bal avec ses 430 000 points de joueurs chassés. Comme je le disais, il est chassé lui-même par les Dragon Ball de Mamet. Le challenger qui se réveille, ça y est, il y a un sérieux challenger à Imuzerg avec presque 300 000 points, 285 000 points de joueurs chassés sur le pauvre Yuxgul. Ça y est, Mamet entre dans la compétition et de la plus belle des manières. Et pareil pour Poire Abricot, qui a chassé, on verra tout à l'heure, qui a chassé un magnifique blitzer de Laraigne et Pedro. Il est en 3e position avec 195 000 points de joueurs chassés. Seeds, étonnamment, l'elfe noir est pas très loin. Alors lui, il est très éclectique. Il chasse du Skaven, il chasse du nain du chaos. Il est à 180 000 points, pas mal aussi, hein. Bien joué Seeds. Et ensuite, on retrouve notre Minus, le deuxième Minus, à la 5e place, Courchevel. Alors lui, il vise plutôt du agile, hein. Il vise de l'Amazon et de l'elfe noir. Alors, super score grâce au blitzer. Vous voyez, si vous allez avec le curseur sur l'icône des équipes chassées, on sait ce qu'il a chassé. Là, par exemple, il a chassé un blitzer de Hoon et Funny Valentine qui coûtait 120 000 points. C'est magnifique ce tableau. Bravo Scarabée, encore une fois. Je mets plein de vaseline. Bravo. On peut faire ça pour chacun des coachs. Donc vous voyez le tableau. On a ensuite Bosque, on a ensuite votre serviteur qui est toujours là, etc., etc. Alors on a 4 coachs qui nous ont rejoints dans la chasse aux joueurs. Alors en vérité 5 parce qu'il y a une doublette. Donc on a bien Mamet comme je vous le disais. Il y a aussi Bozo qui est enfin entré en compétition. On a Galadjin aussi. Galadjin qui a, avec 135 000 points, il rentre directement à la 8e place. Il a chassé un spectre et un zombie d'Epagnol et de Asmogi. 135 000 points, c'est pas mal. Un beau spectre de chassé. Et on a aussi Alchemy et Ankh-Morpork qui débarquent. Alors, pas par la plus petite des portes, parce qu'ils débarquent directement à la 10e place. Leur proie, c'est SSB. On verra qu'avec 130 000 points, c'est la plus grosse proie de chasser jusque-là. On a 31 chasseurs au total, 31 chasseurs, donc ça y est, on a la moitié des coachs qui participent enfin à la compétition. Et donc les plus chassés, les proies les plus faciles, je l'ai dit en début de vidéo, Olivier Dulac, 320 000 points de joueurs de perdu. Yuxgul, alors ça c'est étonnant qu'on retrouve un orc à la 2e place avec 285 000 grâce à Mamet encore une fois. Et SSB, donc on voit que les slans c'est quand même assez facile de les chasser, 240 000 points, ça coûte cher en fait. C'est la raison pour laquelle on retrouve les slans si haut parmi les proies, c'est que les blitzers slan notamment, ça coûte très cher. Et on a deux joueurs de chassé, 2 blitzers d'ailleurs chez SSB. Si on regarde bien, il y a un blitzer à 110 et un blitzer à 130 de perdus déjà par SSB. Donc on a tous les coachs qui ont perdu, les 35 coachs qui ont perdu des joueurs dans la compétition qui sont listés ici. Pour finir cette vidéo, les joueurs qui ont rapporté le plus de points, pour l'instant le plus beau trophée c'est Back, protecteur du Colosse Doré, le blitzer compé garde de SSB, tué par les crampons de Ankh-Morpork et Alchemy. Alors on se demande est-ce que c'est les crampons, est-ce que c'est un coup de poignard, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, voilà, 130 000 points, alors on est très loin des 200 000 points du joueur le plus cher, ou 190 000 je crois, du joueur le plus cher chassé l'année dernière. Mais bon, 130 000 points, ça commence à faire. Honnêtement, ça commence à faire. Et juste derrière, c'est Giancarlo Michelangelo Della Pallavincini, je le dirai qu'une fois. Le blitzer noble tacleur de son état qui a été chassé par Poire Abricot qui a vraiment défouraillé Pedro et Laraigne.
125 000 pièces d'or qui coûtait ce joueur-là. Donc, ce qui permet à Poire Abricot de briller dans la chasse. Donc, voilà pour les statistiques au niveau de la chasse, prix du meilleur chasseur. Donc, merveilleuse compétition et lancée de manière merveilleuse par la majorité des coachs lutétiens. Et merci à tous ceux qui participent aussi de manière négative, à savoir ceux qui perdent des joueurs. Merci à vous, les gars, parce que c'est le plus important quand même. Rappelez-vous qu'il y a 2 compétitions annexes qui ont été lancées par nos chers lutétiens, à savoir la chasse à la goule qui est comptabilisée par Kossus, compétition annexe pour l'instant qui fait peu d'émules, mais j'espère honnêtement qu'elle va bien progresser. Et puis également la chasse au gutter qui a été lancée par Courchevel. Là aussi, puisque les Scaven et les morts-vivants font partie des rosters qui perfent, allez-y les gars, hein, allez-y et tentez de participer à la chasse au gutter également. Voilà, donc il y a pas mal de compétitions qui ont été lancées avec des beaux cadeaux à l'appel, évidemment. Les gars, on fera des cadeaux. Voilà, moi j'en termine là sur cette analyse de la 4e journée. Je vous dis à très bientôt pour la 5e journée. Et la 5e journée, ça va être l'explosion de stats, puisqu'on va faire en même temps l'analyse de la 5e journée et en même temps l'analyse du premier tiers de la saison. Donc ça va être pas une vidéo, ça va être 3 voire 4 vidéos qui vont tomber. On va faire ça entre le Noël et le jour de l'an, hein, parce que à mon avis, je vais avoir pas mal de matériel à filmer. Je vous dis à très bientôt. Ciao les gars, ciao tout le monde. Vive la Lutèce, vive le Blood Bowl. Salut, à bientôt.